Mais quelle est donc cette carte étrange qui a Paris en plein centre surdimensionné? C'est en fait un cartogramme qui nous présente le PIB des régions françaises. En fait, la surface dépend de la taille du PIB, et donc ça nous permet de voir que le PIB de la région Île-de-France est largement supérieur à celui de toutes les autres régions. Quelques régions ont conservé leur forme à peu près normale, comme Rhône-Alpes ou PACA, ou l'Alsace qui est un peu plus grosse, mais d'autres sont toutes écrasées, petites, parce qu'elles ont un PIB assez faible. Donc c'est ce qu'on va s'intéresser dans ce grand 2 sur l'organisation du territoire français, au contraste du territoire. Donc ici une carte beaucoup plus habituelle du PIB et du PIB par habitant, puisque les ronds ici de tailles différentes représentent le PIB total de chaque région. Donc on voit bien ici que l'Île-de-France est très largement supérieure à toutes les autres régions, seulement suivie par le Rhône-Alpes ou PACA ou éventuellement Nord-Pas-de-Calais. Si on s'intéresse maintenant au PIB par habitant, on peut voir que c'est un petit peu différent. Bien entendu, Paris est là encore devant les autres avec plus de 30 000 euros par an par habitant, devant Rhône-Alpes et PACA. Mais derrière, on a des régions de l'Ouest, du Sud-Ouest, ou l'Alsace et même la Champagne-Ardenne. D'autres régions, par contre, sont beaucoup plus faibles, à moins de 23 000 euros par habitant, comme la région Languedoc-Roussillon ou la région de la Picardie. Donc on voit bien ici que les contrastes sont importants, avec une région parisienne qui dépasse très largement les autres régions, des régions du centre du pays qui ont un PIB relativement faible. Donc autre cartogramme, celui du nombre d'emplois dans le domaine de la recherche et le développement. Donc la recherche scientifique et le développement de nouveaux produits. On voit que là encore Paris écrase même encore plus le reste de la France, puisque c'est vraiment Paris et un petit peu le reste. Alors le sud concentre un petit peu de recherche et développement, mais hormis Paris, dans le nord de la France, il n'y a quasiment rien. Donc alors, on voit bien ici avec cette carte des grandes métropoles et de leur influence que Paris domine largement la France, puisque avec tous ces petits carrés qui représentent les différentes activités qu'on trouve à Paris, mais aussi ses relations avec le monde grâce au transport, on voit bien que Paris domine largement. Alors d'autres métropoles françaises ont un rôle important, comme Lille, Lyon ou Marseille, par exemple, mais également Toulouse, Bordeaux, Nice ou Strasbourg. Là on retrouve en gros les grandes aires urbaines que nous avons vues dans le premier chapitre. Et en fait ces métropoles sont structurées le territoire français, puisque c'est elles qui concentrent les activités, ce qu'on appelle les fonctions supérieures notamment, que ce soit dans l'art, la banque, les assurances, le commerce, l'information, l'informatique, etc., etc. Donc petit 1, la métropolisation du territoire. Donc comme on l'a vu dans le chapitre 1, petite erreur ici, l'économie française est de plus en plus tournée vers les services. Cette évolution a pour conséquence la métropolisation du territoire. Donc la métropolisation, c'est la concentration des hommes et des activités dans les grandes agglomérations. Les métropoles s'étalent de plus en plus et concentrent les activités et les fonctions de commandement. On y trouve ainsi les quartiers d'affaires, les centres de recherche, les lieux de décision politique ou les activités culturelles. Donc, pour rappel, une métropole, c'est une grande agglomération qui concentre les fonctions de commandement et polarise le territoire environnant. Le territoire s'organise autour des métropoles qui sont des pôles qui attirent l'activité et la concentrent. C'est pour ça qu'on dit qu'elles polarisent. Les métropoles forment un réseau car elles sont reliées entre elles par les différents axes de transport et les réseaux de télécommunications. Donc un réseau, c'est un ensemble de villes liées entre elles par des relations intenses. Paris écrase de son poids ce réseau. C'est une métropole mondiale qui concentre les fonctions de commandement au niveau national et international. Par exemple, un tiers de la richesse nationale est produite à Paris. Petit 2, les contrastes régionaux et locaux. Pas de document ici pour aller assez vite, et c'est pas très compliqué. Les régions littorales de l'Ouest et les régions frontalières attirent les habitants et les activités dynamiques, comme le tourisme et les hautes technologies. C'est ce que nous avions vu dans le chapitre 1 cette année. Elles profitent de la mondialisation et de l'intégration à l'Union européenne. Certaines régions rurales sont quant à elles en marge de ces réseaux. À l'intérieur des agglomérations, il existe des forts contrastes entre les différents espaces, centre-ville, banlieue pavillonnaire, zones urbaines sensibles, on appelle les TUS, qui cumulent les problèmes. Petit 3, l'aménagement du territoire.
Alors cette nouvelle carte un peu surprenante a pour but de montrer la distance réelle entre Paris et le reste de la France, notamment les frontières, et les distances proportionnelles aux durées de voyage en train. Alors en avril 2006, puis TGVS a été rajouté ici. Je n'ai pas trouvé de carte plus récente, mais les trajets n'ont guère changé en durée depuis ce temps. Alors cette carte est intéressante parce qu'elle nous permet de voir qu'en fait, on ne réfléchit plus forcément en distance réelle entre Paris et le reste de la France. Si on regarde entre Paris et Marseille, on voit que la distance c'est très éloigné, mais si on regarde en réalité avec le train, on n'est plus qu'à 3 heures de train. Or, Paris-Toulouse, qui est à peu près la même distance, voire un peu moins que Marseille, bien en train, ça rapproche pas beaucoup en temps, puisqu'on est à presque 6 heures. Donc on voit bien ici que les décisions d'aménager une ligne Paris-Marseille rapide en TGV affectent le temps de trajet et la vie des habitants, puisque Paris-Toulouse n'est pas relié en TGV, et on voit bien que la durée de trajet est beaucoup plus longue. On le voit avec la construction du TGV Est, a eu le même impact, puisque Strasbourg s'est trouvé très rapproché de Paris. Donc autre aménagement important qui peut être fait, c'est ici le viaduc de Millau. Donc c'est un grand pont qui avait pour but de passer au-dessus la rivière et permettre un trajet beaucoup plus rapide dans cette région du Massif central où le trajet par route n'est pas forcément évident. Et donc cet énorme ouvrage d'art décidé par l'État et financé par notamment l'État et les collectivités permet ici de gagner énormément de temps. Donc ça a pour but de favoriser justement le trajet routier par camion ou par voiture dans les régions un petit peu enclavées et peu habitées. Donc l'impact de ce viaduc a été notamment touristique, puisque beaucoup de gens vont le visiter, mais aussi permet d'attirer des populations et éventuellement une activité économique dans cette région. Donc comment sont décidés ces aménagements qui ont pour but d'organiser le territoire? Eh bien, ces aménagements sont décidés notamment grâce à l'avis des habitants, qui sont en général interrogés avant tout aménagement. Les habitants votent pour leurs élus, donc les régions, les départements, communes développent les transports régionaux, construisent des logements sociaux. L'État développe les transports nationaux et aide les régions rurales. L'Union européenne aide les régions défavorisées. Donc ces collectivités, l'État et l'Union européenne choisissent ensuite des entreprises qui vont réaliser l'investissement, les constructions. Ces entreprises vont réaliser les aménagements, construction d'infrastructures de transport, lignes, TGV, routes, construction d'établissements scolaires ou aménagement de zones d'emploi. Voici comment fonctionne la chaîne de décision et de mise en activité. Pour aménager le territoire, donc l'État joue un rôle important en lançant des grands projets d'aménagement depuis 50 ans, comme le TGV par exemple. Il est aidé depuis la décentralisation par les collectivités territoriales et l'Union européenne. Ces politiques d'aménagement du territoire ont des objectifs contradictoires. En effet, elles ont pour but de lutter contre les contrastes territoriaux en soutenant les régions rurales ou les quartiers sensibles. Mais en même temps, elles doivent renforcer le poids des métropoles pour qu'elles puissent rivaliser dans la compétition mondiale. Donc à la fois, elles vont permettre aux métropoles de continuer à avoir un poids important et elles vont tenter de réduire l'écart entre les régions les plus défavorisées et ces métropoles. Donc on voit bien que les objectifs sont difficiles à concilier. Grand 3, la France intégrée au réseau européen. Donc ici le TGV espagnol qui montre justement ces lignes à grande vitesse qui se développent dans l'ouest de l'Europe. On le voit ici sur cette carte où les lignes à grande vitesse en service sont polarisées un peu sur Paris. D'ailleurs, puisqu'on voit que Paris est au centre des lignes qui vont vers Londres, Amsterdam, Bruxelles, mais aussi vers l'Allemagne, ou vers l'Italie et l'Espagne, même si là le réseau n'est pas complet. Tandis que dans l'est de l'Europe, il n'y a aucune ligne à grande vitesse, ni dans le nord d'ailleurs. Donc sont en projet un certain nombre de lignes, alors notamment avec Lyon-Turin pour relier la France à l'Italie, avec un énorme tunnel sous les Alpes, et des lignes pour relier Barcelone à Marseille, notamment, ou des lignes dans l'est de l'Allemagne. Donc la France dispose d'un important réseau de lignes à grande vitesse centré sur Paris. Le développement économique et politique de l'Europe a besoin d'un réseau de lignes mettant en relation les principales métropoles européennes et baissant les temps de transport. La ligne Paris-Londres mise en place avec le tunnel sous la Manche en est un exemple.
De nouvelles lignes sont ainsi en construction, comme le TGV Est reliant Paris à l'Allemagne, ou le projet Lyon-Turin passant par un tunnel de 57 km sous les Alpes. Alors, ces réseaux de transport, on peut les voir sur l'ouest de l'Europe maintenant, avec ici donc la ligne principale, l'axe majeur du transport français, donc entre Lille, Paris, Lyon et Marseille, donc qui regroupe TGV, voies fluviales, autoroutes notamment. Donc cet axe est en plus relié à l'Espagne par Montpellier, il est relié à l'Italie par la côte méditerranéenne, il est relié à Londres, à Rotterdam, Bruxelles notamment. Donc c'est un des axes principaux, c'est l'axe principal français, mais c'est aussi un des axes principaux en Europe. Donc il est aidé par d'autres axes, on va dire, qui rejoignent les métropoles entre elles. Mais elles sont reliées au grand axe européen, principal axe européen qui passe dans la mégalopole, comme on va le voir dans la carte suivante. Donc puisque ici donc l'axe Londres-Marseille, on va dire, et ici l'axe Rotterdam, Francfort, Bâle, Milan, qui relie donc le nord de l'Italie au nord, au sud de l'Angleterre, en passant par les Pays-Bas et toute la région de la Ruhr en Allemagne. C'est la région la plus peuplée d'Europe, où la densité est la plus forte, mais c'est aussi la région qui concentre des activités économiques très puissantes. Rotterdam est le principal port européen qui permet l'arrivée des produits qui viennent du monde entier, notamment d'Asie. Donc l'axe principal français est parallèle à l'axe principal européen. Ils sont en fait reliés entre eux en partie. Et on peut voir que en dehors de cela, l'Europe a un réseau de transport nettement moins développé. Donc les réseaux de transport français sont surtout organisés en étoile autour de Paris. TGV et autoroutes convergent vers Paris et font de la capitale le carrefour principal du pays. L'axe Lille-Paris-Lyon-Marseille est l'axe majeur qui relie le nord au sud. Certaines parties du territoire sont moins desservies, même si le réseau français est très développé. De par sa situation de carrefour situé entre le nord et le sud de l'Europe, la France est un espace important de transit de marchandises et de population. Ses ports et aéroports, comme Roissy, la relient au reste du monde. Les réseaux de transport européens sont concentrés en Europe de l'Ouest et plus particulièrement dans l'axe nord-sud formé par la mégalopole. De gros efforts d'aménagement sont en cours ou en projet. Lignes TGV, autoroutes, canaux. Leurs coûts très élevés retardent souvent leur réalisation. Donc l'organisation du territoire français. Donc on peut voir cette organisation à partir de la carte des métropoles et des transports, donc les principales métropoles et les axes de transport principaux. Une carte des espaces productifs français avec les dynamiques européennes et mondiales autour. Donc tout cela nous fait une carte complétée ici grâce à Frédéric Sozo, que je remercie. Donc on voit les principales... excusez-moi, tout d'abord la métropole d'importance, la métropole mondiale Paris, donc qui domine l'ensemble du territoire, qui est au centre d'un espace de commandement, donc qui est la vallée de la Seine avec l'Île-de-France. On a des métropoles régionales importantes, dont je ne vais pas rappeler le nom, et un réseau de communication centré sur Paris. Alors les espaces français sont inégalement attractifs et productifs, donc l'espace autour d'Île-de-France, la région Rhône-Alpes et l'Alsace sont des grandes régions industrielles et tertiaires motrices en France. Elles sont complétées de plus en plus par des espaces de haute technologie attractifs comme l'ouest de la France et le sud, avec, comme on l'avait vu dans le premier chapitre, l'attirance vers le littoral, donc la littoralisation, et l'attirance pour le soleil, l'héliotropisme. Ensuite, nous avons des vieilles régions industrielles, essentiellement le Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine, qui sont en reconversion depuis déjà de nombreuses années et qui ont du mal à sortir, on va dire, de cette crise. Et des espaces à dominante rurale en difficulté, donc notamment la diagonale du Ville, dont on a déjà parlé pas mal de fois, ou les montagnes, ou la Corse. Donc le territoire français est ouvert sur la mondialisation, avec des littoraux ici attractifs, notamment donc des grands ports comme le port du Havre, Saint-Nazaire ou Fos-sur-Mer près de Marseille. La France est à côté de d'un axe de circulation maritime mondial important, ici dans la Manche, qui rejoint vers Rotterdam mais qui s'arrête aussi au Havre et à Dunkerque. Et les frontières françaises sont actives vers la Belgique, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Nous en avons terminé pour cette longue deuxième et troisième partie.